Bonjour en attendant. On va parler de Flow et du succès de Flow, qui est un peu un succès à la fois attendu et inattendu. Donc on va essayer de décrypter d'où vient ce succès. C'est bon? Alors on y va. Donc bonjour, je vais vous parler de Flow, donc un film que j'ai coproduit avec la Lettonie et la Belgique. Et donc Flow, c'est un peu l'exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire. Et pourtant qui a marché. Donc ça montre qu'on peut casser les codes en termes de marketing et qu'on peut rencontrer le succès au travers d'un film qui, je ne vais pas dire qu'il n'était pas destiné à avoir du succès, parce que le film est évidemment magnifique. Et il nous parle vraiment de notre époque, et il nous dit beaucoup de choses. Mais en fait, vous allez voir qu'en fait, on a, dès le début, sans stratégie aucune, travaillé sur un film qui justement cassait certains codes. Et en fait, justement, en cassant ces codes, ça a permis justement de proposer un regard un peu frais sur le cinéma d'animation. Donc c'est un film qui a eu une reconnaissance internationale pour plusieurs raisons. Donc, par exemple, bon, en France, on a fait plus de 800 000 entrées, on en est à plus de 800 000 entrées. Ce qui est dingue, c'est qu'au Mexique, il a fait plus de 2 200 000 entrées. Il est sorti vraiment comme un film Pixar, DreamWorks. Et à la fois la qualité du projet, on peut le voir sur les notes qu'il a reçues dans les différents sites de notation, ou en termes d'entrée, ou même au niveau du succès en festival. Il a vraiment rencontré son public. Alors juste une petite question avant. Je veux savoir si vous êtes si nombreux, c'est qu'il y a certaines personnes, a priori, qui ont vu le film. Donc est-ce que vous pouvez, ceux qui l'ont vu, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Merci, c'est cool. Je vais poser une deuxième question. Qui l'a vu 2 fois? Voilà, donc voilà, déjà, vous voyez, c'est quelque chose d'un peu particulier, c'est que ce film a été vu parfois 7 fois par des personnes, 10 fois, 2 fois, 3 fois. Il y a eu un vrai attachement qui s'est fait autour de ce film. Donc le succès a été vraiment à l'international. Donc on a travaillé vraiment au niveau du graphisme sur 2 ou 3 images spécifiquement.
Et puis, dès le début, au moment de Cannes, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. C'est que je ne sais pas si vous savez à peu près comment marche le Festival de Cannes, mais il y a un gros marché. Et en fait, dans ce marché, en fait, les vendeurs présentent les films, sélectionnés ou non sélectionnés. Et en fait, les acheteurs des différents territoires viennent les voir. Et en fait, ils regardent les films et ils savent très très vite ce dont ils ont besoin pour leur territoire. Donc c'est quelque chose qui est très difficile. Il ne faut jamais amener un réalisateur dans ses projections parce que, au marché, parce qu'en fait, les acheteurs viennent et ils peuvent rester 10 minutes seulement et partir. Et là, il se trouve que pour Flo, beaucoup d'acheteurs sont restés jusqu'au bout et ont applaudi, ce qui est très très rare. Évidemment, vous pouvez imaginer à Cannes, notamment pour un film d'animation. Et déjà à ce moment-là, Guillermo del Toro a dit que pour lui, c'était un peu le futur de l'animation. Parce qu'on a vu que le traitement de l'image est très immersif. En fait, la caméra est très mobile. Ça ressemble à une cinématique de jeu vidéo. Alors, d'où vient le succès de Flo? Alors, avant de parler du succès de Flo, je vais faire une petite présentation de ma société de production, Sacre Bleu Production. Alors, hop, voilà. Voilà, donc en fait, Sacre Bleu Productions initialement a été créé pour faire du court métrage. Pendant très longtemps, on a fait surtout du court métrage. Donc en 25 ans, on a produit à peu près une centaine de courts métrages, qui ont obtenu beaucoup, beaucoup de prix, dont la Palme d'Or du court métrage, entre autres. Et puis à un moment donné, on a eu une opportunité de faire un long métrage qui n'était pas en fait notre souhait initialement. Et en fait, on a fait Tout en haut du monde, Longo et North, qui, je ne sais pas si certains l'ont vu, mais il a fait 600 000 entrées en France. Il a eu pas mal de prix. Donc, on a fait Flo, c'est notre cinquième long métrage. Donc, on a fait du court métrage, du long métrage, quelques collections des séries d'animation. Et puis, on s'est ouvert récemment en fait à la réalité virtuelle parce qu'on pense que la réalité virtuelle, c'est quelque chose de très intéressant et très porteur. Et d'ailleurs, notre première expérience en réalité virtuelle a gagné le Grand Prix à la Mostra de Venise, qui est le plus grand festival dédié à la réalité virtuelle. Alors, j'ai tellement de trucs. Voilà. Alors, donc, d'où vient le succès de Flo? Donc, alors, la première chose, justement, comme je dis, on a fait tout à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, on a décidé de ne pas avoir d'animaux anthropomorphisés, ce qui fait quand même ce qui est un peu quand même à l'opposé de ce qui se fait habituellement. Donc je suis allé me balader sur le site de la FNAC. Et effectivement, on est quand même rempli d'histoires avec des personnages qui sont anthropomorphisés. Là, on est parti justement à l'envers de cette idée. Les animaux sont vraiment des animaux à part entière, mis à part deux ou trois petits détails. Ils agissent comme des animaux. Et en fait, on s'aperçoit que la simplicité de leur action comment dire, se rapproche aussi de nous, ce qu'on est à la base, effectivement, de la façon dont on interagit. On n'a pas toujours besoin de surenchérir en rajoutant du dialogue. Et donc, justement, ça arrive à un deuxième point, donc le truc à ne pas faire non plus. Donc, voilà, là, c'est par exemple, on voit que dans les écoles d'animation, on apprend aussi à dessiner des personnages, à les anthropomorphiser, etc. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans les gènes de l'animation depuis le début, depuis Mickey et même avant. Donc l'autre point qui est important, c'est qu'en fait, on n'a pas mis de dialogue donc, dans l'histoire. Alors ça, déjà, rien que même avant le film, c'est un truc à pas faire. Parce que quand on est en contact avec les investisseurs, ils ont l'habitude de lire. C'est quand même un format, comment dire, le cinéma, c'est une industrie, donc c'est quand même assez formaté. Donc quand on reçoit un scénario, généralement, on dit qu'une minute équivaut à une page. Donc un scénario fait normalement 90 pages pour 1h30.
Là, le scénario faisait à peu près 40 pages, parce qu'il n'y avait pas les dialogues, justement. Et la façon dont il était écrit, il se rapprochait plus d'une nouvelle que d'un scénario. Bon, en plus, il se trouve que le réalisateur n'est pas vraiment... C'est un très bon réalisateur, mais c'est pas non plus le meilleur scénariste du monde. Donc, c'était ce qu'il y avait dans ce scénario. Il y avait l'histoire, il y a une note d'intention aussi, mais généralement, ce qu'on fait dans la note d'intention, c'est que on explique donc les intentions qu'on veut mettre dans le film. Et Gins, le réalisateur, est peut-être le premier réalisateur que je rencontre qui, dans sa note d'intention, ne dit que 20% de ce qu'on va découvrir dans le film. Généralement, les réalisateurs, ils en mettent des tartines, ils disent « moi, je veux parler de ci, je veux parler de ça dans mon histoire, etc. » Et à la fin, on ne voit pas grand-chose dans l'histoire, il y a une vague intention, la plupart du temps. Mais là, c'était tout le contraire. C'est-à-dire que tout d'un coup, même moi, j'ai pu découvrir des choses que je n'avais pas vues dans le scénario, ni dans la note d'intention. Donc voilà, donc il n'y a pas de dialogue. Et en fait, avec cette idée, on va vraiment à l'essentiel du propos, c'est-à-dire à l'acting, c'est-à-dire à l'essence même du cinéma qui était muet évidemment au début, c'est-à-dire comment les corps bougent dans l'espace. Et en privilégiant justement des plans séquences assez longs, en fait, on est vraiment immergé. Cette caméra mobile et suivre des personnages sans avoir un film trop découpé, ça a permis effectivement de rentrer évidemment dans cette histoire. Alors les dialogues sont évidemment importants, hein, mais la plupart du temps, on s'aperçoit que les dialogues dans les films ne sont qu'une redite de ce que les corps font ou de ce que les regards disent. Donc en fait, on pourrait enlever beaucoup de dialogues dans les films en général et finalement comprendre un peu la même chose. Et en même temps, ça laisse la part à l'imaginaire du spectateur de rentrer dans l'histoire. Alors des fois, évidemment, les dialogues sont importants, mais ils peuvent arriver, ils sont importants sur le moment pour faire rire, etc. Mais c'est très très rare, mis à part pour les films cultes, de se rappeler les dialogues de certains films. Et parfois, évidemment, les dialogues donc, sont importants, sont drôles, mais il peut y avoir une surenchère de dialogues. Alors un exemple... Ça te met les nerfs, hein, Pop Pop. Non seulement j'ai une langue, mais j'ai aussi des ailes. Ça te fait déjà bien, ça. Voilà. Ça, c'est un super film. Sur le moment, quand on le voit, c'est génial. Ça parle beaucoup, c'est drôle, c'est très enlevé, très bien écrit. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il peut y avoir une surenchère dans le dialogue qui fait qu'il y a une distance, évidemment, avec l'immersion. Alors, un autre point qui est très important, c'est le message délivré. J'ai écrit une apocalypse presque joyeuse. Pourquoi ? Parce que, en fait, le film de Gins fonctionne vraiment à l'opposé de ce qui peut se faire aujourd'hui dans les films post-apocalyptiques. C'est-à-dire que, en fait, généralement, les films post-apocalyptiques, ça parle de quoi ? Ça parle des gens en souffrance dans des univers monochromes, généralement rouge sang ou noir, gris, etc. Là, on est dans quelque chose de très très joyeux. Et en fait, ce film, en fait, il nous délivre des messages qui sont évidemment très importants, c'est-à-dire l'amitié, le respect environnemental, le courage, faire face à l'inconnu et la confiance, la coopération entre les animaux. Et en fait, tous ces messages nous parlent vraiment aujourd'hui parce que je pense qu'on est tous conscients qu'on est en train de quitter un monde pour aller vers un inconnu. On ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne sait pas si on sera même là. Mais ce que nous propose justement le film de Gins, c'est de voir qu'il y a eu une civilisation auparavant qui est indéfinie, on ne sait pas exactement où on est. Et d'ailleurs, vous pouvez noter que les personnages, les animaux, donc les personnages, ne viennent pas juste d'un continent. Donc on a un capybara, qui est plutôt du côté d'Amérique latine. On a un chat, un chien, c'est plutôt international. En fait, le réalisateur a choisi justement de prendre des animaux un peu du monde entier pour pouvoir représenter cette diversité de régions. Alors, évidemment, moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup et ça rejoint un peu, je ne sais pas si vous connaissez Olivier Hamon, mais je vous conseille vraiment de suivre tous les podcasts de cette personne qui est un biologiste, un biophysicien, et en fait qui nous parle justement que plutôt que d'aller vers la croissance sans cesse, il faut plutôt se poser la question de la robustesse pour pouvoir faire face à un monde qui est en plein dérèglement et dont on peut difficilement imaginer les conséquences, notamment les conséquences au niveau environnemental.
Voilà. Alors, je vous disais justement qu'on a une approche quand même assez monochrome. Donc, on le voit un peu dans tous ces films. Voilà, c'est rouge, il y a un peu de vert exceptionnellement. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être ça doit être une comédie apocalyptique. Mais généralement, on utilise des couleurs assez sombres. Alors, les premières images justement de Flow, ça c'est la première affiche, vous pouvez la voir. Donc, elle était assez sombre et en fait, avec le réalisateur, on a décidé de jouer plus effectivement sur l'environnement. Alors, il y a des pays qui sont restés un peu plus sur le côté un peu plus sombre. Alors, c'est Taïwan. C'est Taïwan. On se demande pourquoi. Mais voilà, sinon dans l'ensemble, on a quand même été sur une approche plutôt éclairée, positive d'un futur. Même pour ceux qui ont vu le film, la séquence où l'oiseau disparaît dans le ciel, c'est pas nécessairement une représentation de la mort, mais c'est plutôt une représentation d'un au-delà vers lequel il irait. Et même, évidemment, quand on a tout ce chemin sur la barque, ça fait évidemment penser à l'Arche de Noé, mais aussi à la barque de Charon. C'est-à-dire que les personnages ne sont pas nécessairement morts, mais ils sont dans un état transitoire. Voilà. Alors, spéciale dédicace pour cette affiche de 1975, voilà, qui nous interpelle un peu, surtout la tagline, qui est plutôt sympa. Voilà. Un budget maîtrisé. Alors, un budget maîtrisé, ça, c'est un point qui est évidemment très important pour un producteur comme moi, et comme pour tous les producteurs. Voilà, sur ce camembert, vous avez 2 couleurs pour 3 films. Alors, Away, c'est le premier film de Gins. Il l'a fait tout seul pour 40 000 €, ce qu'il ne faut jamais faire normalement. Mais c'est en ayant vu Away, sans connaître son coût, hein, mais en voyant le film, j'ai été complètement hypnotisé par ce film. C'est pour ça que je suis allé voir Gins et que je lui ai proposé de travailler avec lui. Et donc, on a fait Flow, qui a coûté 75 fois plus cher que Away, mais qui est resté très raisonnable pour 3,5 millions. Le prix moyen d'un long métrage d'animation tourne autour de 9 millions normalement, mais on est quand même 60 fois moins cher qu'un film comme Vice Versa 2. Voilà, donc là, ce camembert est assez emblématique de la façon de travailler. Ça, c'est le générique de fin de Away. C'est le générique le plus court du cinéma. C'est-à-dire que le réalisateur a tout fait. Il a écrit le scénario, il a réalisé le film, il a fait toute l'animation, il a fait même la musique. Voilà, donc ça, c'est assez délirant comme façon de voir. Ça, c'est un tableau intéressant aussi, puisqu'il vous donne en fait un détail des coûts des films qui ont obtenu le Golden Globe aux États-Unis, à Los Angeles. Donc tout en bas, c'est nous. On est 10 fois moins cher que le deuxième film moins cher, qui était déjà pas cher par rapport au plus cher, si vous me suivez. Voilà, ça a été une façon de concevoir ce film qui a complètement, on parle de comment dire, de milestone. Après le succès aux Oscars, en fait, les Américains utilisaient le mot de game changer, de milestone, pour ce film indépendant européen. C'est vrai qu'ils n'ont pas compris ce qui leur est arrivé, parce qu'en fait, ils ont tellement des process très très lourds de fabrication. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils font un film, ils le pensent de manière globale. Donc en fait, c'est des films qui sont chers, et généralement, le coût du marketing est équivalent au coût de fabrication du film. Donc c'est un film à 200 millions, c'est 200 millions de marketing en plus. Donc évidemment, il ne faut pas qu'ils se plantent. Et donc ils ont des process très très lourds. Donc c'est une façon de fonctionner, et ils n'ont pas compris ce qui est arrivé effectivement avec Flow, la façon dont on a travaillé le film, que ce soit au niveau des process, que ce soit au niveau des coûts. On a même été approché par un studio américain suite au succès de Flow. On a eu un Zoom ensemble, et c'était très drôle parce qu'ils ont proposé au réalisateur de payer tout le développement pour son film. Ils ont proposé de mettre 30 millions pour le développement. En lui disant, voilà, bon, on met 30 millions, tu fais le développement, tranquille, comme tu veux, etc., jusqu'à 30 millions. Pas 30 millions d'un coup, hein, jusqu'à 30 millions, ça pouvait être un tout petit peu moins. Et puis, une fois que tu as fini le développement, on se reparle, et si jamais tu veux continuer avec nous, eh ben, on continue ensemble, et si tu veux arrêter, soit tu nous rembourses, soit le film ne se fait pas, et on perd l'argent, quoi.
Et en fait, Gins leur a répondu simplement, moi je fais le développement tout seul, ça va coûter 30 000 euros et je vais finir d'ici la fin de l'année. Donc ils n'ont pas compris non plus. Voilà. Mais ils continuent à essayer voilà, ils voulaient essayer aussi de rentrer dans, ça s'appelle le benchmarking, vous devez connaître. Donc c'était une façon d'essayer de savoir aussi comment on avait pu faire un film comme ça pour si peu cher. Voilà, ça c'est une présentation un peu de la façon dont le film a été fabriqué. Donc comme je vous ai expliqué, j'ai vu le film précédent de Gins, je lui ai proposé de travailler ensemble, et donc lui, il avait créé entre-temps sa boîte de production en Lettonie. Un des grands avantages d'être producteur, c'est d'apprendre sa géographie. Maintenant, je connais bien les pays baltes. Et en fait, il nous a également demandé d'être majoritaire, parce qu'en fait, c'était important pour lui que la Lettonie soit le pays majoritaire. Donc en fait, nous, on a accepté parce qu'on a vu qu'il était capable de faire un film à 40 000 euros, donc il était capable de faire un film normalement à 3,5 millions. Donc on a accepté. Ça nous a minoré aussi nos recherches de financement. C'est-à-dire qu'on aurait pu trouver plus d'argent en France, parce qu'en France, c'est un pays de cinéma, c'est un pays d'art. On aide beaucoup la photographie, les livres, le cinéma. Et en fait, donc nous, on a accepté parce qu'on savait qu'il était capable de faire le film pour ce prix-là, mais il était obligé de se limiter parce qu'il n'y a pas de fonds régionaux, évidemment, en Lettonie. Il n'y a qu'un fonds national qu'il a obtenu. On a obtenu Eurimage, etc. Mais ensuite, on a évidemment été limité sur les fonds qu'il pouvait avoir. Et c'est pour ça qu'on a proposé un troisième pays, qui est la Belgique, avec Tech5, un coproducteur avec lequel on avait déjà travaillé, donc avec qui on est en confiance. Ça nous a permis d'augmenter un peu le budget. Voilà, donc voilà un peu ce qu'on a fait dans les différents pays. La pré-production a été principalement faite évidemment en Lettonie, c'est-à-dire tout ce qui est concept art, tout ce qui est le travail de l'eau, tout ce qui est un peu l'animatique, même s'il n'y a pas vraiment eu d'animatique. Je vais vous expliquer pourquoi. Et nous, en France, en fait, on a fait quasiment toute l'animation dans notre studio à Marseille et une partie de la post-production. Alors que la Belgique a travaillé sur la post-production, plus sur le côté son, mixage. Nous, on a fait également le sound design. Et après, on a reterminé en Lettonie sur la post-production et notamment sur l'enregistrement de la musique. Parce que Gins, comme je vous ai dit, est également musicien. Il n'a suivi aucune formation en musique, il a appris sur le tas. En fait, il n'a aucune formation à la base, même en animation. Et il a tout appris tout seul. Sur le premier film, il avait travaillé avec un logiciel qui s'appelle 3ds Max. Et il s'est rendu compte qu'en fait, avec Blender, qui est un logiciel libre de droit que vous connaissez peut-être, il s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de patch qui permet de faire ce qu'il voulait. Ça s'appelle Eevee, en fait. Et donc, il a appris le nouveau logiciel pour faire Flow. Pareil pour les scénarios. Il a lu 5 ou 6 bouquins de comment écrire un scénario. Et il a fait son film. Donc, c'est quand même un génie, ce garçon. Donc, on va y revenir. Donc, c'est un travail qui a été fait vraiment en très petite équipe. Parce que Flo parle de quoi ? Raconte l'histoire d'un chat. Je n'ai pas commencé, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Raconte l'histoire d'un chat, en fait, qui va, suite à un cataclysme, un déluge, en fait, il va être obligé de cohabiter avec d'autres animaux sur un bateau. Et il va apprendre des autres animaux. Donc, en fait, c'était la première fois où Gins voulait travailler avec une équipe. Parce qu'en fait, Gins fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire qu'il apprend des autres. Donc en fait, son premier film, il l'a fait seul. Celui-ci, il l'a fait avec une petite équipe. Et en fait, tout s'est extrêmement bien passé. On avait même des animateurs qui étaient des animateurs juniors dessus. Et donc on a utilisé Blender, comme je vous l'ai signalé. Et donc c'est un film sans dialogue. Alors, donc il n'y avait pas de storyboard grâce au fait à Blender, qui est un logiciel en temps réel. On a pu avancer sur le film et avoir la prévisualisation assez rapidement. Voilà. Donc un réalisateur de génie, j'ai commencé un peu à vous le dire. Je pense que vous avez pu le constater avec ce que je vous ai dit. Moi, mon travail de producteur, c'est d'essayer de trouver les talents là où ils se trouvent. Là, ils se trouvaient en Lettonie, mais j'ai fait beaucoup de coproductions parce que l'animation oblige à faire des coproductions parce que l'animation coûte cher. Donc, c'est important de travailler avec des pays étrangers et donc aussi avec des réalisateurs étrangers. Donc là, il se trouvait en Lettonie et donc je suis très content d'être allé le trouver là-bas. Surtout qu'en fait, c'est en plus quelqu'un donc qui
travaille tout seul, mais en fait, en ayant travaillé tout seul précédemment sur ses films, il rebat complètement les cartes sur la façon de fabriquer un film. C'est-à-dire que généralement, enfin, les réalisateurs d'animation, généralement, ils sont en haut de la pyramide et ensuite, ils ont des personnes qui les soutiennent, enfin, qui les aident, ils délèguent progressivement et les autres délèguent, etc. C'est très pyramidal. Et en fait, le fait d'avoir travaillé tout seul sur son premier film fait que Gins connaît toutes les étapes et tous les métiers du cinéma. Donc, il est musicien, donc sur Flow, il a co-composé la musique, même s'il a composé la musique. Le compositeur, en fait, est la personne qui a retranscrit sa composition en orchestre symphonique, hein, donc qui a fait toute la partition, etc. Il a coécrit pour apprendre. Et donc, ce film parle un peu de lui, de sa relation qu'il a pu avoir avec les autres sur la fabrication de ce film, le risque qu'il prenait de collaborer avec les autres sans savoir comment ça allait pouvoir se passer, quoi. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a un article de Vogue qui nous dit quoi? Il nous dit qu'en fait, ce mec qui était à la base un peu autiste, hein, qui a toujours travaillé ensemble, tout d'un coup, il est capable de complètement défoncer tous les réseaux sociaux. Parce que, évidemment, la course aux Oscars, c'est très important parce qu'au-delà des 200 millions de marketing dont je vous ai parlé sur les films à 200 millions, il y a à peu près 10 millions en plus qui sont rajoutés pour la course aux Oscars. Nous, le distributeur américain a mis 1 million. Mais en fait, Gins, tout d'un coup, a compris comment fonctionnaient un peu les réseaux sociaux. Donc, il a dilué des informations sur le process de fabrication du film. Il a aussi fonctionné sur les trends Instagram et TikTok, c'est-à-dire des trends donc, qui sont très courts, hein, d'une semaine. Il a réussi à rebondir dessus, donc il était vraiment proactif. Tous les week-ends, en fait, il préparait ses posts pour la semaine suivante. Donc, il était très, 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 très organisé. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ouais. En plus, il est resté très à l'écart du débat qui, cette année-là, a été assez violent autour d'Emilia Pérez. Donc, il a paru un peu comme le mec un peu chill d'un pays totalement inconnu qui fait un film improbable. Voilà. Voilà. Une magie s'est aussi opérée, un truc assez dingue, c'est-à-dire que ce film a eu une résonance sur les animaux. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y avait une projection, quand le film était vu dans certaines, chez certaines personnes, on a une interaction. Vous allez voir. Une autre. Voilà, ça continue. Vous avez vu le principe, quoi. Voilà. Et chose incroyable, donc le nombre de chats adoptés a augmenté suite au succès de Flo et notamment des chats noirs qui se sont fait appeler Flo. Donc ça, c'est des trucs qu'on gère absolument pas, mais qui sont arrivés. Donc c'est vraiment c'est très agréable. Voilà. Là, on va parler un peu de la question de l'IP de Flo, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, on s'attendait pas du tout à ce succès, même si assez rapidement, j'ai pu voir moi en tant que producteur sur les différentes étapes que moi-même j'ai été époustouflé par un moment, par la fabrication du film, l'état du film. Je me suis dit que ce film était complètement incroyable, que j'avais jamais produit un film comme ça, donc j'ai ressenti personnellement des choses avant les autres autour de ce film, mais jamais on a eu l'idée de travailler sur l'IP, parce on va voir qu'en fait, nous en Europe, en France en particulier, on est très mauvais sur la question des IP, contrairement aux pays asiatiques. Donc on s'est fait un peu, on s'est fait un peu dépasser. Alors évidemment, on a pris le train en marche, mais on l'a pris un peu tardivement. Alors voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu l'état aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a, une agence de merchandising, de licensing qui s'occupe un peu de l'international. Chaque pays producteur gère son propre territoire. C'est souvent comme ça
qu'on fonctionne dans les cas de coproduction, hein, c'est-à-dire que les recettes d'un pays appartiennent au pays producteur de chaque pays, et puis après sur les pays où on est coproducteur, en fait, on se partage les recettes au prorata des parts de coproduction. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont faites, comme vous voyez, il y a des chaussettes, hein, par exemple, des casquettes, des hoodies, des t-shirts, des peluches, des jeux de plateau, très intéressant d'ailleurs, un jeu de plateau collaboratif, coopératif, et pas l'un contre l'autre. Donc ça fait toujours du bien d'être content de gagner ensemble. C'est un peu triste de perdre ensemble, mais c'est bien de gagner ensemble aussi. Des puzzles, on a des friandises, des boissons qui sont faits un peu au fil de l'eau, hein. Là, on a des cahiers de coloriage, etc. On a des vinyles qui sont sortis, des éditions, différentes éditions de DVD, notamment le film fait partie de l'édition Criterion aux États-Unis, qui est assez prestigieuse, même des tapis, vous voyez. Et en fait, le film, comme c'est un film sans dialogue, donc vraiment international, avec une musique symphonique qui a été faite pour le film, en fait, une agence de promotion de concerts a pris les droits internationaux pour faire des concerts symphoniques. Donc symphonique, c'est 80 musiciens à peu près. Voilà, donc ça a été à Seattle. Il y a 2 ou 3 autres dates qui sont fixées. Et donc ça, c'est un peu ce qui doit arriver un peu dans le futur au niveau du merchandising, etc. Alors là, en fait, on aurait pu développer aussi le jeu vidéo, parce que c'est un peu lié à Stray pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. Vous savez qu'il y a des liens, même si ce n'était pas nécessairement voulu. On a été approché pour faire des expériences immersives. Vous pouvez imaginer au Grand Palais, en 8K, être immergé dans le bateau. Ça aurait été un truc complètement dingue. Moi, j'étais complètement pour. Et puis faire des séries animées, parce que faire des séries animées sur les chats, c'est roboratif pratiquement, donc il y en a plein, etc. Mais en fait, le réalisateur a refusé un peu tout ça. Alors, pour différentes raisons. Par exemple, le côté immersif, c'est quelque chose qui, lui, ne le branchait pas nécessairement, parce que c'est vraiment un réalisateur de films. Donc, il ne voulait pas nécessairement développer quelque chose d'immersif sur le côté XR. Sur les jeux vidéo, il aime bien les jeux vidéo, mais en fait, c'est comme pour la série animée. En fait, il ne voulait pas déléguer, il ne voulait pas faire de Flow 2, par exemple. Donc, il ne voulait pas déléguer à un autre réalisateur ce film, parce que c'est quand même un film assez premium en termes qualitatifs, et on risquait peut-être de perdre la beauté du film. Donc là, on travaille ensemble sur son nouveau film qui s'appellerait Limbo. Alors voilà, la question des IP en France et en Europe, plus généralement, en fait, ce qui se passe, c'est que on est assez mauvais, pour le dire très clairement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les pays occidentaux, on travaille d'abord à partir d'un personnage emblématique, par exemple Astérix, les Schtroumpfs, etc. On va développer une marque forte. Et en fait, l'idée, c'est de gagner de l'argent sur le moment, d'essayer d'en gagner le maximum sur la sortie. Et puis après, on va potentiellement travailler sur la déclinaison de cette marque et créer d'autres choses, par exemple les Schtroumpfs, Haribo, etc. Mais ça ne se fait pas nécessairement tout de suite. Donc ça, c'est une stratégie. Alors qu'au Japon, c'est une stratégie qui est complètement différente dans les pays asiatiques. C'est-à-dire qu'en fait, on va travailler tout de suite en pensant à la déclinaison, en s'associant avec des partenaires qui connaissent leur métier, hein, des spécialistes, que ce soit dans les casques de réalité virtuelle, si on fait des mangas par exemple, et ben, en fait on va travailler par exemple avec des spécialistes des jeux vidéo, ou alors de boîtes de production de séries, etc. Donc on va s'associer. Donc en fait, dès le début, on réfléchit à comment développer la marque, mais sur des coûts relativement faibles. Alors que dans les pays occidentaux, on va appuyer beaucoup sur une marque. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, dans les pays occidentaux, on ne fait pas nécessairement l'effort de penser des multiplications. Alors, je vous donne un exemple très simple. C'est que sur un film précédent que j'ai produit qui s'appelle Sirocco et le Royaume des Commandeurs, moi, j'ai senti qu'il y avait un potentiel de déclinaison assez important. Film d'animation plutôt destiné aux enfants. Et d'ailleurs, on a été approché par Petit Bateau, mais c'était trop tard. Parce que en fait, fabriquer des vêtements, ça prend un peu de temps, donc des capsules.
comme ils les appellent. C'était un peu trop tard par rapport à la sortie du film. Mais en fait, je m'étais rapproché de Studio Canal qui m'avait dit, mais fabriquer une marque, c'est vachement fatigant, c'est super chiant. Nous, comment ça s'appelle le nounours, là, euh, Paddington. Nous, on a Paddington, donc on est content, on a cette marque et puis on la décline, quoi. Mais en fait, quand ils déclinent cette marque, ils prennent des risques financiers très importants parce qu'en fait, la marque existe déjà et donc ils vont faire un film qui va coûter très cher, donc vont avoir besoin de rentabilité. Donc à un moment donné, on dépense beaucoup sans être sûr de pouvoir avoir cette rentabilité. Voilà. Le Japon, lui, a compris que justement, en utilisant les mangas et en les déclinant, c'était un outil justement pour valoriser leur pays, pour valoriser l'export. C'est très important. Alors, j'ai des chiffres. Donc, par exemple, pour le Japon, c'est en fait, ils reçoivent dans leurs exportations l'équivalent de 30 milliards d'euros de recettes. Et, euh, et donc, leur stratégie, c'est vraiment de développer à l'export. En fait, c'est autant apparemment que l'acier et les semi-conducteurs, voilà, à l'international. Et donc, ça donne une image évidemment du Japon. Ça permet aussi une déclinaison sur les autres produits. Et justement, tout ce qui est après bien culturel. Alors, j'ai un autre chiffre qui est assez dingue. Voilà. Donc, en combinant la croissance de ces secteurs avec des industries connexes telles que la mode, les cosmétiques et le tourisme, le Japon vise même un bénéfice économique de 300 milliards d'euros. Et tout ça, ça part des industries créatives. Donc c'est une autre façon de se faire connaître. Alors que nous, la seule façon en France, je dirais, de se faire connaître à l'international immédiatement, c'est la Tour Eiffel. C'est ce qu'on nous dit hein, souvent, c'est mettre sur une affiche la Tour Eiffel en arrière-plan, etc. Ça permet justement de montrer que c'est un film français, le tourisme, etc. Mais c'est pas du tout la bonne stratégie. Et depuis cette expérience de flow, justement, aujourd'hui, je travaille sur les prochains projets qu'on a, notamment en série. Donc je vous en présente deux rapidement. On a Esther qui a un projet de série d'un réalisateur argentin, mais dont la fabrication se fera complètement en France. Et en fait, l'idée, c'est de réfléchir soit à lancer une série de mangas, soit un roman graphique pour commencer à faire parler. Donc s'associer avec un éditeur pour lancer ce roman graphique ou cette série en manga, lancer la série animée, travailler sur tout ce qui est évidemment musique, avec des partenariats. Quand je vous ai montré le vinyle de Flo, c'est Sony Publishing via une société française qui s'appelle Milan, qui est spécialisée dans les BO de films depuis longtemps. Une société française à l'époque qui a été rachetée par Sony Publishing, qui a sorti le vinyle. Donc là, l'idée, c'est de s'associer avec eux dès le début, avec leurs artistes, pour pouvoir réfléchir à la musique et pour pouvoir avoir plus de force sur la démultiplication. Il faut savoir aussi que en animation, ce qui coûte très cher, notamment en 3D, ce sont ce qu'on appelle les assets, c'est-à-dire un peu les squelettes des personnages. Et en fait, si on travaille sans réfléchir à la déclinaison d'une IP, enfin d'un projet en IP, eh ben, on va être obligé de refaire ces assets qui coûtent très cher pour les adapter comment dire, à la déclinaison de l'IP. C'est-à-dire, si par exemple on crée des squelettes pour de l'animation, pour une série animée, eh ben, si on n'anticipe pas tout de suite le jeu vidéo, il va falloir recréer ces squelettes pour l'adapter au jeu vidéo. Alors que si on s'associe avec un partenaire, genre Ubisoft ou un autre, pour réfléchir dès le début à la déclinaison, eh ben on part des mêmes assets, on anticipe ça, on met en place la stratégie marketing en amont et on essaye de tout sortir avec les différents partenaires au même moment. Donc comme ça, on se partage les coûts et si ça marche, il y a tout de suite pour les spectateurs, les téléspectateurs, la possibilité de voir la série et ensuite de pouvoir jouer aux jeux vidéo, etc. Et si ça ne marche pas, c'est une perte qui n'est pas trop importante et qui est partagée, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est la Brigade Chimérique, qui est issue justement déjà en fait d'un roman graphique vachement bien et qui raconte en fait, c'est une uchronie. Donc c'est une uchronie, c'est une façon de réinventer le présent à partir d'un événement du passé
qui modifie le présent. Donc là, en l'occurrence, c'est de dire, mais si, en fait, et si Marie Curie avait créé les premiers super-héros européens en faisant des expériences avec le radium sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. En gros, est-ce que finalement les premiers super-héros n'étaient pas français ou européens? Et en fait, ils le sont, puisqu'on pense à, par exemple, on pense à Fantomas, on pense au Passe-Muraille. On a des super-héros européens qui ont existé avant les super-héros américains, mais les Américains, justement, sont très très forts pour effacer certains trucs qui ont été créés, des trucs positifs, comme le Minitel, qui ont été créés par la France ou par l'Europe. Voilà. Et donc l'idée, là, c'est la même chose, c'est travailler en série animation, en jeux vidéo. On est en contact notamment avec, alors pour les casques en expérience de réalité virtuelle, avec un fabricant de casques qui s'appelle Pico. Et pour les jeux vidéo, on est en contact avec des sociétés qui font en fait des jeux de combat sous casque de réalité virtuelle sur des espaces de 500 mètres carrés. Voilà, c'est tout. Il reste 3 minutes 50. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Ah, oui. Merci. Est-ce que créer en amont, enfin, ce que vous dites, penser IP en amont, assets, etc., ça risque pas justement de rebloquer un peu la création, de donner, de brider à nouveau, de penser trop marketing en amont et de non? Alors c'est un risque évidemment, mais en fait l'idée c'est déjà de se dire qu'on part d'un projet qui nous plaît énormément, qui est très vivant, etc. Et en fait on a envie de construire ce projet. Mais après on va mettre des gens aussi qui peuvent le décliner. Donc de toute façon on aura toujours, enfin c'est mon travail aussi, de garder la virginité du premier projet, la beauté du premier jet. En l'occurrence surtout, moi mon secteur c'est surtout donc l'animation et ses déclinaisons. Il y a beaucoup de porosité entre l'animation, la réalité virtuelle, le jeu vidéo, l'intelligence artificielle. J'évite au maximum de travailler pour l'instant, je ne travaille pas en intelligence artificielle, et tant mieux. Mais il faut quand même anticiper ça, parce que c'est quand même important. Après, l'idée, c'est pas de se perdre, comme Disney a perdu des grandes marques, Marvel, Star Wars, c'est une catastrophe aujourd'hui de ce que c'est devenu. On s'y perd, il y a des personnages secondaires, tertiaires, etc. Enfin, nous, à notre niveau, évidemment, on n'en est pas là, mais on essaie de travailler avec des personnes qui vont garder justement cette virginité initiale, autant que faire se peut. J'ai été si clair que ça. Fantastique. Ah non, voilà, je me disais une question. Bonjour. Bonjour. Là, vous parliez du coup de décliner une série d'animation ou autre en du coup différents matériaux. Mais est-ce qu'à l'inverse, ça vous intéresserait s'il y avait l'opportunité de partir du coup, par exemple, directement d'un jeu vidéo ou d'une bande dessinée, j'en sais rien, d'un roman graphique, et à ce moment-là, de faire de l'adaptation? Alors, sur la Brigade Chimérique, on part d'un roman graphique déjà existant. Okay. Voilà, donc, non, même si ça fait 25 ans que je travaille dans le secteur, j'essaye de tout m'autoriser. Voilà, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, oui, c'est arrivé plusieurs fois que je parte de romans graphiques pour les adapter en spéciaux de 26 minutes ou autre. Mais après, moi, je ne suis pas un grand consommateur de jeux vidéo, j'ai pas trop le temps. Mais je reste curieux et merci. Je reste curieux de toutes les possibilités qui peuvent s'offrir, quoi. C'est vraiment au cas par cas, et puis c'est la façon dont moi je vais l'appréhender dans mon cerveau, quoi. Bonjour, je m'appelle Timothée. Bonjour. Et j'aurais une petite question parce que... Parce que moi je te vois pas, Timothée. Si. D'accord, ça va. C'est hyper intéressant ce que vous parlez pour revenir encore sur cette question de déclinaison. Mais sur un aspect un peu plus pratique, technique, c'est pour savoir, vu que vous vous associez à des marques, à quel moment est-ce que vous gardez un certain niveau de contrôle créatif sur ce qu'elles font? C'est-à-dire que c'est quand même une association, mais c'est des marques qui utilisent votre licence, mais d'une certaine manière, c'est aussi leur produit. Et donc comment est-ce qu'au pratique, vous gardez ce contrôle? Alors là, c'est des questions juridiques. Voilà, on va pas rentrer là-dedans parce que généralement les juristes, ils font payer à l'heure. Donc ça va coûter très cher.
Non, c'est l'idée même, c'est ce que je disais justement précédemment sur la notion de virginité de la marque et de la beauté. C'est-à-dire que le but du jeu, de tout ça, c'est pas de faire du pognon. Parce que Flow, franchement, c'était pas prévu. Voilà, moi je voulais faire un beau film qui soit vu. Hein, c'est le souhait de tous les producteurs et de tous les réalisateurs. Le succès de Flow, la façon dont on a été approché aussi, a fait que on se dit, et puis surtout, si vous tapez Flow Merchandising, il y a énormément de choses qui nous dépassent. Hein. Il y a beaucoup de piraterie dans les produits proposés. Voilà, il y a des trucs qui sont pas très jolis, etc. Non, l'idée, c'est si on fait ça, c'est pour essayer de garder quelque chose de beau, de quelque chose de limité, évidemment, dans la déclinaison, et que ça soit en rapport avec le point de départ. Après, sur les notions plus précises en termes légaux ou juridiques, c'est des négociations de gré à gré, contractuelles, etc. On n'en est pas encore là, mais voilà, il y a des partages de recettes à définir. C'est comme les territoires. Hein. Les territoires, il y a plusieurs façons d'appréhender. Soit on se garde chacun son territoire de coproduction à 100% et les autres territoires, on les partage, comme je disais, en fonction des parts de coproduction. Soit on partage tout en fonction des parts de coproduction, même son propre territoire. Donc il y a beaucoup de façons de procéder. Hein. Donc c'est vraiment au cas par cas. Mais nous, en tout cas, on reste vigilants par rapport à ça. Oui. Bonjour, merci. Je voudrais savoir par rapport à l'arrivée de l'AI, et notamment dans l'animation. Ouais, je voudrais avoir votre avis. Ça vous fait peur, pas peur? Est-ce que... Voilà, tout le monde se pose un peu la question, dans la création en règle générale, et dans l'animation aussi. On a vu là sur le salon des aides avec l'AI pour faciliter les mouvements des personnages, de la bouche, tout ça. Vous, quel est votre avis là-dessus? Bon. Ben, en fait, le gros problème, c'est que je sais pas aujourd'hui ce qui va nous manger en premier. Je ne sais pas si c'est la guerre civile aux États-Unis, je ne sais pas si c'est l'invasion en Russie, je ne sais pas si c'est les problèmes politiques, économiques, sociaux, technologiques. Je ne sais pas. Si on parle de l'intelligence artificielle, personnellement, pour moi, c'est un drame. Voilà, c'est très clair, c'est un drame. Là encore, je crois que c'est Hewlett Packard qui a annoncé ce matin qu'il licenciait 4 000 à 6 000 personnes. On l'a vu avec Amazon, 15 000, voire 40 000 personnes pour faire du profit. La bourse, alors on est bien placé, la bourse augmente pour féliciter ça, mais il ne va plus y avoir d'acheteurs. Voilà. En termes de créativité, on va se perdre complètement. La stratégie de Disney, pour moi, c'est une connerie ultime de laisser leur contenu ouvert pour que tout le monde puisse faire de l'intelligence artificielle dessus. Voilà. J'étais en contact avec Disney qui est en train de se vautrer de toute façon et qui me dit non, mais finalement, on préfère pas travailler avec des structures autres, on préfère travailler en interne, ce qui est à mon avis la pire des choses à faire, puisque justement, nous, on leur propose un modèle moins cher et plus créatif. Enfin, on leur propose un modèle, c'est pas un modèle, hein, évidemment, mais voilà, la rentabilité est plus importante aussi. Donc, mais eux, sans faire, justement, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé, ils s'en faire aussi dans des modèles protectionnistes. Mais l'intelligence artificielle, non, je suis personnellement affolé par rapport à ce qui se passe. Pas que pour l'animation. Hein. Voilà. Et ça va très vite. Oui. Je voulais savoir si vous aviez observé une évolution dans les thématiques, dans les récits, dans les histoires, s'il y avait une tendance qui émergeait. Voilà. Alors, moi, alors déjà, je ne fonctionne pas à partir d'outils prospectifs qui vont me dire la tendance, c'est ceci, c'est cela. Vraiment, je fonctionne vraiment avec ce que j'ai dans la tête. Et pour l'instant, ça se passe bien, tant mieux. Bon, y a un truc, en tout cas, qui est hyper important pour moi, c'est la notion d'aventure. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, notre monde, il est complètement fini, fermé. On peut tout voir, on peut être partout aujourd'hui. On n'a plus cette notion un peu liée à Jules Verne, etc., du récit, qui va nous enchanter, qui va développer notre imaginaire. Les réseaux sociaux, c'est une catastrophe aussi pour ça. Donc moi, quand je fais un film, j'essaye de garder ce côté un peu enfantin, tout d'un coup, du monde imaginaire qu'on va découvrir, qui va surprendre. Voilà, pour moi, c'est la notion d'odyssée, d'aventure, c'est quelque chose qui est hyper important dans
dans mes choix de production. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Ce film est magnifique. J'ai eu la chance de le voir. Donc, vous nous avez offert une sorte d'apocalypse joyeuse. Et là, vous venez de répondre partiellement à ma question, qui est en fait, dans un monde idéal, vous avez porté la voix de l'animation française à l'international, au niveau global. Comment est-ce que... quelle est votre vision, justement, pour l'animation française et pour continuer d'être ce lieu de résistance créative? Voilà. Alors, ce qui est vraiment génial, c'est que quand on est revenu avec cet Oscar pour ce film donc, indépendant européen, parce que je le répète, je le martèle, c'est très important, ça a fait un bien fou justement par rapport aux problèmes dont j'ai parlé, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit les autres problèmes économiques et autres. Même, je ne sais pas combien ici d'étudiants sont en études d'école d'animation ou sont sortis d'école d'animation, mais on se rend compte que même avant, l'application réelle de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans la fabrication de séries, de longs et autres, il y a déjà une crise qui est super importante, qui, hélas, à mon avis, va faire que s'amplifier. Donc je pense que il y a deux choses. Il y a d'une part le message qui est délivré dans Flow, ce qui est dit, c'est-à-dire en fait, c'est vraiment c'est un film qui fait du bien aux gens, parce qu'on voit tellement de choses horribles autour de nous, qu'on voit ces animaux qui se soutiennent, etc. Je pense que beaucoup de gens ont ce désir aussi de coopérer, de ne pas se faire du mal, etc. Mais on est pris par une énorme chasse d'eau, un énorme siphon qui nous entraîne de plus en plus rapidement. Donc il y a cette première chose, ça, c'est terrible, mais je pense qu'on est tous conscients qu'on est impuissant un peu par rapport à ça. Il faut continuer à faire des choses, évidemment, hein, mais il y a des forces qui ne sont pas cosmiques, qui sont très réalistes, de personnes âgées, d'une époque, des gens qui ont beaucoup profité aussi d'un système, qui s'accrochent à ce système et qui essayent de nous amener aussi dans des endroits où on n'a vraiment pas envie d'aller. Donc ça, c'est quelque chose... je pense que chacun, et c'est pour ça que j'ai cité Olivier Hamon, parce que c'est mon devoir aussi en tant que personne, de parler de gens qui proposent des choses. Après, en termes d'animation européenne, je pense que de toute façon, on ne fera jamais des films comme les studios américains. Voilà. Après, ce qui est important, c'est vraiment de réfléchir et de se dire comment on peut arriver à les exporter, comment on peut arriver à les sélectionner, à les fabriquer, à bien les fabriquer, parce qu'il y a une vraie richesse européenne au niveau des films d'animation. La France est un des 3 principaux pays, avec les États-Unis et le Japon, en termes d'animation. On a tout un écosystème, que ce soit au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau des écoles d'animation, etc., pour faire des très très belles choses. On le voit, hein, on a le plus grand festival d'animation au monde aussi. Voilà. Après, ce qui se passe, c'est que notre travail à tous, c'est de se dire, tiens, voilà, quand on va aller voir un film, pourquoi on va voir un film ? Pourquoi on va voir un film ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va voir un film pour être surpris ? Est-ce qu'on va voir un film pour prendre des risques ? Ou est-ce qu'on va voir un film en voyant le trailer avant, en se disant, tiens, c'est un film en 3D, tiens, c'est la suite 2, tiens, j'ai déjà vu ça quelque part, donc je vais être un peu satisfait ou un peu non satisfait ? Ou est-ce qu'on va voir un trailer et on va se dire, tiens, je prends le risque d'être surpris. Je prends le risque de vivre une vraie expérience cinématographique. Et là, pour le coup, le cinéma européen offre ça. C'est très, très varié, etc. Mais c'est un risque. C'est-à-dire, en gros, on met une demi-heure pour aller au cinéma, on va voir un film, on dépense 10 €, on reprend une demi-heure. Donc, en gros, c'est du temps qu'on utilise. Et en fait, on est de plus en plus aussi pressurisé en termes de temps. Et puis, on est de plus en plus fatigué. Et puis, on a des offres aussi pléthoriques aujourd'hui avec les streamers, avec les Netflix et autres. Donc, quand on rentre le soir, on n'a pas nécessairement envie de ressortir et de vivre cette expérience. Donc, je dirais que c'est vraiment ce désir, ce choix qui est vraiment personnel de continuer à essayer d'être curieux, de continuer à lire des livres, que notre cerveau, justement, continue à faire l'effort. Parce qu'en fait, on a tous les outils aujourd'hui pour plus faire d'efforts. Hein. Voilà. Olivier Hamon, il explique, en fait, dans notre cerveau, on a ce qu'on appelle le striatum. En fait, le striatum, c'est un truc biologique
qui fait que quand on fait quelque chose, on a une satisfaction. On a une sorte de dopamine quand on fait alors, à l'époque du Néandertal, parce que ça date du Néandertal, quand un Néandertalien plantait un arbre fruitier pour avoir des fruits 6 mois ou 1 an plus tard, il avait une satisfaction, parce qu'il savait que dans 6 mois ou 1 an, il allait avoir des fruits. Aujourd'hui, cette satisfaction, on l'a tout le temps. On va au supermarché, on achète des bonbons, on achète ceci, on achète cela, on achète des livres. On entretient tout le temps cette satisfaction. Donc en fait, on est en surconsommation d'excitation en soi. Et c'est ça qu'il faut qu'on calme. Voilà, donc je dirais que ça, c'est un problème qui est biologique, mais dont on doit être aussi conscient. En fait, il y a plein de raisons pour pas être exigeant avec soi-même, quoi. Voilà. Et on nous donne toutes ces raisons, quoi. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais j'ai balancé pas mal de messages. C'est bon ? Merci.